On se voit aujourd'hui, 17h30 pour 45 minutes. Pourquoi on parle des avocats rentables? Justement parce qu'on essaye de chercher pas l'expertise technique, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, vous n'avez pas besoin de nous pour ça, il y a plein de logiciels, il y a plein de banques de données qui existent. Par contre, ce qu'on a constaté, moi j'ai exercé pendant 15 ans alors je n'étais pas avocat, mais juriste en contentieux immobilier, que ce soit dans des cabinets d'avocats ou dans des protections juridiques, c'est qu'en fait, on stresse, on se réveille la nuit, on se demande un peu dans quel ordre prendre tout ce qu'on a à faire. Et ça, c'est pas du tout lié à l'expertise technique juridique, c'est lié à l'organisation de notre productivité. En fait, c'est ce qui est à l'origine de notre efficacité, donc de la rentabilité de notre entreprise cabinet d'avocats. Ok. De quoi on parle? Facturation en air de la guerre. Clairement, la facturation, tout le monde en parle. Si c'est le sujet le plus répandu auprès d'une profession qui est très loin de la commercialisation, c'est qu'il y a bien un sujet, finalement. Ah oui, c'est vrai. Qui suis-je? Jean-Philippe Cornet, fondateur de Rubato, donc je disais juriste, protection juridique, cabinet d'avocats, et formateur dans les écoles d'avocats, parce que en travaillant avant, pendant, après, enfin et surtout pendant le projet Rubato, on s'est rendu compte qu'il y avait des passerelles à faire entre les particularités de la profession d'avocat et de l'organisation des cabinets d'avocats et ce qu'il y a d'efficace dans les entreprises, que ce soit des TPE de l'artisanat ou des entreprises vraiment commerciales à gros volume. En tout cas, il y a des modèles qui sont en fait peu connus sur la profession et qui font défaut. Donc, on a orienté notre activité sur le comment aider les avocats à mieux gérer leur activité et leur cabinet. Non pas que vous le fassiez mal, mais qu'en fait, on ne l'a pas appris à la fac, on ne l'a pas appris à l'école, on l'apprend un peu sur le tas et il nous manque des clés de compréhension pour être plus efficace, stresser moins. Nous, on parle de être plus serein. Plus serein, ça veut dire plus rentable, moins stressé. Rentable, ça ne veut pas dire gagner le plus possible, c'est être sûr que le nombre d'heures que l'on passe nous rapporte suffisamment pour être confortable. Et chacun choisit son niveau de confort. Premier point, et c'était volontairement pas mis dans le titre, parce que ça, on le sous-estime tout le temps. En fait, on parle de quoi? Facturation, c'est bien, mais on parle des factures ou de la facturation? C'est pas la même chose. La facturation, c'est un modèle de facturation, et c'est une logique de système. Volontairement, j'ai pris l'image d'Épinal. L'image d'Épinal de la facturation, oui, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est la seule chose que voient nos clients du travail de l'avocat. Ben, c'est pas faux. Il faut l'avoir en tête. Ça n'est que ce qu'ils voient. Ok, mais si on prend la question à l'inverse, qu'est-ce qu'ils ne voient pas? C'est en vrai, que comprennent vos clients à votre travail? Ma conviction, c'est qu'ils ne comprennent pas la moitié de ce que vous faites juridiquement. On a passé quelques années à cirer les bancs de la fac, puis à se fatiguer devant des ordinateurs ou des dossiers papier pour avoir un certain niveau d'expertise. Ils sont ravis de nous le déléguer et de payer pour ça en se disant « Youpi, si tu es mon chevalier blanc, débrouille-toi avec ». Les délais de procédure, les choses trappes d'une procédure, les forclusions, etc. Tout ça, ils sont ravis de nous le déléguer. Donc en vrai, pas pour ça, ils ne comprennent pas, ils sont ravis de ne pas comprendre et de se décharger sur nous. Autre point, contrairement à ce que l'on pense naturellement, vos conventions d'honoraires, ils n'y comprennent rien, et je vais être honnête avec vous, ils ne les lisent pas. Comme les conditions générales que vous cliquez vous-même avocat quand vous achetez sur Amazon, sur Cdiscount ou à la Fnac. Vous ne lisez pas les 27 pages de petites lignes du au cas où. Et bien c'est pareil. Quitte à ce qu'on partage des choses, je vais vous partager ma vie de jeune entrepreneur. J'ai eu une proposition de partenariat d'un cabinet d'avocats d'affaires qui connaissait le projet, qui voulait travailler avec nous. Ils m'ont envoyé, alors qu'on ne se connaissait pas, une proposition de travail avec une convention d'honoraires de 17 pages.
Je ne l'ai pas lu, je ne travaillerai pas avec eux rien qu'à cause de ça. C'est pas un truc audible. Et pourtant, je suis juriste de droit des contrats à la base, hein. Je suis capable de lire leur truc. Pas le sujet. Je ne fais pas. Non. Le couteau suisse qui fait tout, même les toasts, tout ça mis dans un contrat, je n'y crois pas une seconde. Et on parle à des gens qui n'ont pas passé 5, 7, 10 ans sur les bancs de la fac à apprendre qu'un contrat, c'est pas un papier qu'on signe, mais c'est une rencontre des volontés avec des conditions a priori selon la personne, la nature, la rencontre des consentements, etc. Ils n'y connaissent que dalle. Donc, comment on arrive, sans trahir le droit, évidemment, et en étant tout à fait exact, à être compréhensible et suivable. Qu'est-ce qu'ils comprennent, du coup, s'ils n'ont pas ça? Ils n'ont pas le juridique, ils n'ont pas la contractualisation avec vous. Qu'est-ce qui reste? À mon avis, les 3 éléments que j'ai mis là, la promesse que vous faites envers eux et leur dossier, votre engagement, le oui, je mettrai mon expertise, oui, j'ai déjà des références sur ces matières-là, ces dossiers-là, ce machin, etc. Ok. C'est-à-dire, vous ou votre cabinet, ce que vous mettez dans la balance en face de la facturation, qu'est-ce que moi je mets dans la balance? Moi, mon équipe, notre savoir-faire, nos outils, notre expertise, notre expérience. Ok. Ça, c'est assez évident. Et en fait, on n'en a pas bien conscience. Ils viennent vous acheter pour ça. Mais eux, elles, peu importe, ou les entreprises, tous vos clients, des problèmes juridiques, ils en ont assez peu. Heureusement d'ailleurs. Grossièrement, quand ils en ont un, c'est le problème de leur vie ou le problème de l'année. Donc ils dorment avec. Donc le suivi de dossier et la relation client que vous leur promettez à l'ouverture du dossier, ça ils comprennent. Ça ils savent suivre. Et ça ils le font eux-mêmes avec leurs propres clients, eux-mêmes avec leur propre famille, eux-mêmes dans leur vie quotidienne ou dans leur vie professionnelle. Ça ils comprennent très bien. Donc là ils vous attendent parce que ça ils comprennent. Donc ce que vous leur promettez, là ils sont capables de dire il m'avait promis, il n'a pas fait. Il m'avait promis, il a fait mieux que ce qu'il avait dit. Je trouve normal qu'elle fasse ça au minimum parce que quand même, tu comprends, je les paye. Ce sont mes prestataires, etc. Ça, ils comprennent et ça, là, ils sont capables d'objectiver votre relation. Pareil, j'ai volontairement mis en une fois la cohérence de la facturation. Le problème, on me dit toujours que le problème, c'est oui, mais la facture, ils n'acceptent pas la facture, ils ne comprennent pas. Bah, nous, on a fait des enquêtes, on a lu des enquêtes qui ont été faites, etc. Le sujet n'est pas tant la facture et le volume de facturation que la cohérence de la facturation. Cohérence, c'est cohérent par rapport à eux-mêmes. Il faudrait être devin pour deviner ce qu'ils ont en tête par rapport à la facturation. C'est pas vrai. Mais l'ouverture du dossier, la promesse de facturation, l'encours et les écarts qu'il va y avoir vis-à-vis de la facturation, parce que le dossier, ça sera en fait pas tout à fait comme prévu, un peu plus ici, un peu moins là. Très bien. Donc comment on suit la facturation et la cohérence in fine par rapport à la promesse initiale. Et si ça a bougé, comment j'ai suivi au fur et à mesure l'évolution de ma facturation pour être capable, moi, commanditaire du prestataire avocat, de garder la main sur la cohérence de la facturation et le suivi du dossier. Ça permet d'éviter la situation que je crois malheureusement on a tous rencontrée et qui est désagréable pour tout le monde. Je lui avais promis 10 000. En vrai, je devrais facturer entre 15 et 18 000. Bon, je lui propose 12. Je fais un effort important, parce que moi, c'était des heures de travail ou mes soirs et mes week-ends, super. Donc, je fais quand même un gros effort. Et je me fais traiter tous les noms, parce que j'avais promis 10, qui déjà était énorme, et que j'ose lui présenter une facture de 12. Et bien, bizarrement, vous allez réussir à la faire payer 12, tout le monde sera mécontent, et au lieu d'avoir un client satisfait qui se dit, dis donc, qu'est-ce qu'il est carré, qu'est-ce qu'elle est carrée, dis donc, chez eux, quand ils disent bleu, c'est pas gris clair, c'est bleu, super. Tout le monde part un peu frustré. Ça n'est que de la cohérence de facturation. Je ne parle absolument pas de montant de facturation. La preuve, il y a des études qui ont été faites, quel que soit le montant de facturation, quand on a eu raison ou qu'on est satisfait de la prestation de son avocat, qu'il y ait une facture en face n'est pas un problème, n'est pas une raison pour laquelle on ne le recommandera pas. Donc ce n'est pas le montant.
c'est la cohérence, la capacité à anticiper, suivre et rendre cohérent le début et la fin de la facturation. Ok, je suis très lourd sur ça, mais vraiment, j'insiste. Et pourquoi est-ce qu'ils sont attentifs à la facturation? C'est de la suite de ce que je disais, c'est pour choisir en conscience. Qu'un avocat coûte 10 000, ok, mais entre la faisabilité juridique, c'est ouh là 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 là, c'est pas sûr qu'on gagne parce que ta 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 ta, et en face, vu le temps que ça va me prendre, ça vaut 10 000, si selon ce que j'ai à gagner, ce que j'ai à mettre sur la table comme investissement, bah, peut-être que cette opportunité d'agir, moi, profane, faisant appel à un avocat, c'est un expert de la matière juridique que je ne domine pas, il faut que je puisse garder la main sur le j'y vais pas, parce que demander 15 000 balles à un prestataire, un artisan, un garagiste ou une société commerciale, s'il y a au minimum 12 000 de factures d'avocat, est-ce que j'ai intérêt à y aller? Ben, c'est pas sûr. Pour vivre avec pendant 3 ans la nuit en me demandant si je vais gagner, je vais peut-être choisir de ne pas y aller. Ou alors, pas de cette manière-là. Donc il faut que je sois capable de lire les opportunités qui s'offrent à moi pour choisir en conscience et faire un choix éclairé. Ça tombe bien, le choix éclairé, on retombe sur le consentement éclairé lors de la contractualisation. Ça passe aussi par votre explication du modèle de facturation et sa cohérence pendant le suivi de l'ensemble du dossier. Donc ça, c'est vraiment le facturation, modèle et logique de système. J'insiste. À l'inverse, la facture. Une facture. C'est un support partageable. La facture, sauf volonté ou amour particulier, vous ne l'imprimez pas ou vous ne la créez pas pour vous-même. La facture, c'est le support que vous partagez avec votre client, une autre partie, n'importe quoi, pour expliquer, justifier ce que vous faites. Du coup, si c'est un support partageable, quels sont les éléments que vous reportez sur ce document? Quelles sont les catégories d'événements, de réalisation de votre prestation que vous choisissez d'inscrire sur ce document? Ce sera chiffré à côté? Oui, oui, oui. Chaque ligne aura un chiffre, aura une valeur, qui fera une addition, qui fera ce que vous demandez en encaissement. Oui, mais quels sont les éléments? Qu'est-ce que je mets dans le tuyau? Du coup, je préfère dire que c'est le résultat de l'équation de votre travail. Votre temps de travail fois votre coût horaire, ça c'est un premier volume, plus votre relation client, qui prend du temps, qui est gérée autrement, peut-être pas que vous, votre assistante, votre collab, les autres parties prenantes, la gestion de toute la cohérence de la discussion entre les différentes parties prenantes. C'est pas de l'expertise technique du coup, mais quand même ça rentre dans le jeu. Tout ça, comment ça devient un montant de facture? Et quelles sont les lignes que je suis? Certains cabinets vont suivre par famille de tâches. C'est de l'expertise juridique, c'est de la représentation, c'est de l'assistanat juridique, c'est de la recherche, c'est etc. Super. D'autres vont dire, bah, ça dépend de qui fait quoi. C'est le collab. Alors, c'est l'associé, c'est le collab. Il y a tant d'heures d'associé, tant d'heures de collab, tant d'heures d'assistante. OK. Peu importe, tous les modèles sont acceptables tant qu'ils sont expliqués en amont. En tout cas, on arrive toujours à ça. Temps de travail fois coût horaire, qu'il soit différencié par personne ou que ce soit moyen par cabinet, plus relation client égale montant de la facture. Qu'est-ce que je mets dedans? Mon expertise juridique, la véracité et le suivi des procédures, plus mon travail interne, parce qu'on est 4 à travailler sur le dossier, et du coup, il y a aussi des points de cohérence, de coordination entre nous, etc. La relation client et la relation des parties prenantes, toute cette équation-là, ça donne un montant de facture. C'est différentes lignes. Chez Rubato, on dit qu'il y a 5 familles de tâches, 5 familles d'étapes à suivre pour qu'un dossier soit bien suivi. Le juridique, sans l'étude des pièces, les recherches de jurisprudence et la cohérence technique, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas d'avocat. Très bien. Mais ça, on ne peut pas faire l'économie de ce temps-là. OK. Quelle est sa valeur? Par heure, par personne, par truc, ça dépend du modèle. OK, mais en tout cas, il y a un truc là-dedans. OK. La véracité des calendriers, que ce soit en conseil ou en contentieux, hein.
Ça dépend juste de qui impose le calendrier. En contentieux, c'est le ministère public ou les greffes, en tout cas l'institution judiciaire, qui nous impose des calendriers. En conseil, on le négocie, ce calendrier. N'empêche que si votre client vous dit j'ai un conseil d'administration le 30 juin, il me faut la ligne contractuelle retravaillée d'ici là, ou l'accord collectif, ou le je sais pas quoi, bah, je vous invite chaleureusement à ne pas être en retard. Ça va coincer sinon. Donc le calendrier, peut-être qu'il est négocié, n'empêche qu'il existe. En conseil, il y a un truc que j'ai constaté qui est en fait non dit, mais qui est l'une des sources de dérapage du calendrier, c'est qu'à 3, 4 ou 5 avocats, rédacteurs, intervenants sur le dossier, qui prend la main pour gérer le rythme et le suivi du calendrier qu'on vient de négocier. Et là, la patate tourne autour de la table. Être capable de dire j'ai un système qui me permet d'assurer les délais, les trucs, les rappels, les relances, etc. Je prends la main sur le rythme, suivez-moi. Ça devient une énorme différenciation marché et une énorme capacité à faire et une crédibilité vis-à-vis de son propre client donneur d'ordre. Mais ça veut dire qu'il faut avoir tout organisé pour être capable de le suivre. En tout cas, la facture n'est que le réceptacle papier, enfin document, pardon, il n'y a plus que papier, document de toutes les lignes, de tout ce qu'on a choisi de suivre avant et de communiquer avec son client, selon le modèle de facturation qu'on a choisi, et je remonte sur les slides. OK? Une fois qu'on a dit ça, évidemment, chaque chaque cabinet a sa propre recette. Parce qu'on met sur la facture, selon les cabinets, qu'on soit indépendant, qu'on soit à plusieurs dans le CAB, qu'on travaille tout seul ou via une ARPI en étant à plusieurs sur le dossier, selon notre façon de faire, je veux plus de relations clients, je veux plus de rendez-vous, je veux moins de ceci, plus de cela, selon la matière sur laquelle on travaille, conseil, contentieux, je travaille en droit de la famille, je travaille en immobilier, en conseil pour des promoteurs, je travaille en fusion-acquisition pour des opérations internationales, etc. Les modèles et les lignes que vous aurez dans votre facture ne seront pas les mêmes items, mais le choix de vos items, de la façon dont vous les cotez, de la façon dont vous les reportez, et du coup, ça va faire chaque sous-élément de l'addition qui va générer votre facture, vos factures, donc votre modèle de facturation. Et là, chacun a le sien. Encore faut-il l'écrire. Le oui, bah super, ça veut dire ne changez rien, continuez à faire pareil. Non, 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 je dis exactement l'inverse. Posez-vous la question, qu'est-ce que je facture? Pour qui? Pourquoi? Est-ce que c'est cohérent avec mes clients? Et comment je l'écris? Pour que ça devienne une espèce de valeur de référence tangible, partageable avec mes clients, voire avec mes sous-traitants, co-traitants ou autres parties prenantes, pour justifier, enfin même pas justifier d'ailleurs, expliquer la façon dont je travaille, donc mon modèle de facturation. Et ça se réfléchit, autant qu'une convention d'honoraires. Notre conviction, et ça, je suis capable d'en débattre pendant des plombes, tout en fait est lié au suivi de la productivité et aux coûts associés. Alors, tout à l'heure, vous me disiez entre le temps passé et le temps facturable. C'était vous, François-Xavier, je crois. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Les logiciels et la logique que l'on a tous, qu'on a tous appris faute d'autre chose, c'est en vrai, timesheet ou chronomètre, que ce soit sur les logiciels métiers ou autrement, en vrai, tu as passé combien d'heures chaque semaine sur chaque dossier? Et on va voir comment on le facture derrière. Est-ce qu'on facture tout? Est-ce qu'il y a ce fameux write-off très américain, très classe, qui veut dire en fait, je ne peux pas tout faire passer parce qu'il n'acceptera pas? Bon, ok. C'est du temps réel, temps de facturation, temps facturable. Mais en amont de ça, qu'est-ce que j'ai budgété? Quand j'ai ouvert le dossier, est-ce que j'ai fait l'effort de me dire, voilà ce que j'ai à faire, voilà ce que nous avons à faire, donc voilà le temps probable, budget, que nous allons avoir à y passer. Du coup, ce temps, fonction de l'équipe avec laquelle on bosse, ça va coûter combien à produire sur ce dossier. Et ça, c'est des calculs que vous demandez à votre expert comptable. Vous ne les faites pas.
vous posez la question à votre expert comptable, notre coût moyen de facturation à l'heure pour le cabinet, c'est combien? Différencié pour moi, mon collab, mon assistante, c'est combien? Moi, mon associé, mon pôle, le pôle d'à côté, etc. Peu importe. Selon votre cabinet, vous allez demander des calculs différents. Demandez-leur votre coût de production. Une heure de travail réalisé, ça coûte combien à votre entreprise? Comme ça, on va pouvoir faire. J'ai dit que j'allais passer 30 heures sur ce dossier. Pas grave, ça. Mon coût, c'est que je coûte 75 € de l'heure. Et bien, 75 € de l'heure fois 30 heures, ça me fait un coût pour ma structure cabinet d'avocat de X milliers d'euros. Je ne peux donc pas facturer moins. Si je choisis que l'acceptabilité marché du prix, ce que font mes concurrents, etc., la masse acceptable est autour de temps, je peux me permettre soit d'être moins cher que mes concurrents, tout en sachant que je suis rentable si je ne dépasse pas ce volume horaire. Et dans ce cas-là, j'ai une position agressive sur le marché qui me permet de gagner des dossiers par rapport à d'autres, tout en assurant d'être rentable, et non pas être le lapin qui court dans la roue en se disant plus j'ai de flux, plus il m'en restera à la fin de la journée, plus. OK? On court n'importe comment après les dossiers qu'on suit mal, donc au lieu de faire bien les choses, on les fait aussi bien qu'on peut parce qu'on n'a pas le temps. Du coup, il faut retravailler 3 fois chaque pièce en 15 jours au lieu de la produire une fois en une demi-journée. En fait, on a perdu du temps. Bon. Donc, comment on organise son modèle pour budgéter son temps de travail et se dire quel est mon temps budgété par rapport à mon temps réalisé et du coup, est-ce que tout ça, c'est facturable? Peu importe que je facture 1 heure sur 2 produite. Tant que mon budget d'heures facturées par rapport à ce que je vais toucher à l'arrivée m'assure une rentabilité acceptable. C'est-à-dire que je paye tout le monde, que je paye des frais de structure et que ça dégage un petit poil plus pour que l'entreprise puisse réinvestir derrière. OK? Et ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Pour être transparent avec vous jusqu'au bout, c'est pour ça qu'on a créé Rubato, parce que cette équation-là n'existait pas. Dans les cabinets où j'ai bossé, dans les productions juridiques où j'ai bossé, quel est le temps que tu as passé sur chaque dossier? OK, et tu vois ce qui est facturable derrière. Super. Mais au départ, quand on a pris le dossier, on savait que la facturation envisageable était de temps. Quelle est la façon dont on aborde un dossier ou comment on organise son cabinet ou son équipe pour s'assurer de la rentabilité, tout en assurant la qualité de travail et la déontologie. Je ne dis pas qu'il faut renier sur la qualité parce que c'est moins payé. Dans tous les modèles d'affaires, il y a des entreprises qui facturent peu de dossiers très chers avec beaucoup de marge et d'autres qui facturent plein de petits dossiers avec peu de marge, mais comme il y a beaucoup de volume, ça marche. Et on arrive sur des cabinets extrêmement rentables en droit de la famille, travaillant à l'AGI ou avec des protections juridiques, mais ils ont tellement automatisé, formaté, organisé tout ce qui peut l'être, qu'ils ont peu de temps de travail pour un niveau de production hyper bon, qui leur donne de très bons résultats et en étant très rentables. D'autres sur des marchés beaucoup plus intuitus personnés ou atypiques, je parlais volontairement de l'exemple des fusions-acquisitions internationales tout à l'heure, on va forcément avoir des variabilités différentes. On ne va pas du tout avoir le même modèle. On va être sur des gros taux de marge sur peu de dossiers. On ne va pas du tout travailler le modèle pareil. Mais le nombre d'heures de travail n'est pas le même. Le nombre d'heures passées réelles n'est pas le même. Et le nombre d'heures facturées sur le nombre d'heures travaillées ne sera pas le même. Ben, c'est pas grave. Tant qu'on le sait, que ça fait partie de notre modèle de facturation, qu'on suit notre productivité, et du coup, ça devient un élément cohérent. OK? Donc, volontairement, ça, c'est ce que je cachais à l'intro, c'est tout ce qui n'était pas dit, parce que pour moi, tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas se poser la question clairement des 3 points qu'on a prévu d'aborder, du type de facturation, de la fréquence de facturation et de l'organisation du recouvrement. Tant que le modèle n'est pas cohérent et n'a pas été réfléchi, on peut arriver sur des gros poncifs de la profession. Oui, le forfait, c'est mieux que le taux horaire parce que le taux horaire, c'est has-been. Oui, bah, n'empêche qu'à l'arrivée, lors de production de cerveau, vous ne ferez jamais l'économie de faire le rapport entre votre taux de facturation et le nombre d'heures travaillées. Donc, on peut mettre la couleur du paquet cadeau qu'on veut. Derrière, il y aura toujours un rapport au temps de travail. Donc, la question, c'est la cohérence du modèle.
Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que j'ai été complètement hors sol et que vous vous dites c'est un expert comptable auquel on parle, j'ai pas compris un mot de ce qu'il me raconte? Et du coup, est-ce qu'on aborde les 3 points en déclinant les 3 points qu'on avait annoncés sur la comparaison des modèles de facturation, quel est le bon, les rythmes de facturation et l'organisation du recouvrement? Vous avez été très clair, merci. Merci François-Xavier. Ah, je vois Maggie qui hoche de la tête, ça me rassure. Votre micro est éteint, hein, donc si vous voulez me faire une blague, après je l'ai pas entendu. Mais ok, j'ai vu le geste. Ok, on est bon avec ça? Ok, je Après, moi continue. j'ai juste une question, c'est Bien sûr. oui, déterminer à l'avance combien de temps on pense y passer, on le fait tous, sauf que il y a des aléas et que parfois on passe 40 heures sur un dossier où on pensait en passer 20. Donc, Donc on revient sur la réflexion surtout du quand on fait modèle. du judiciaire, là, Alors, ouais. je faisais du judiciaire. Donc j'ai bien vécu le sujet. Ce n'est pas un problème. Je le dis maintenant que j'achète de la prestation d'avocat comme chef d'entreprise. Ce n'est pas un problème de me dire, si ça se passe bien, voilà ce que mon expérience et mon expertise m'amènent à organiser comme projet avec le budget associé, que de dire, s'il y a des complexités, des originalités ou des variables dans le suivi de dossier, contrairement à ce que je pensais, ce sera probablement à cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là, et en fonction de ce qui bouge, on adaptera. Et c'est là où je parlais non pas du montant de facturation, mais de la cohérence. C'est à me dire, on était parti sur ce principe-là de, on va avoir 2 jeux de conclusion à faire, ça va se faire en 3 audiences et tac, 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 parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait un truc vraiment d'incident ou autre, d'après ce que vous m'avez raconté, on n'a pas de bizarrerie potentielle qui approche. Bah, si finalement il y en a une qui apparaît parce que d'une nouvelle pièce arrivée, on se rend compte qu'il y a une nullité potentielle parce que je ne sais pas quoi, bah, vous êtes bien mignon. Je n'ai pas de boule de cristal. Selon les pièces que vous me donnez, je fais une analyse. S'il y a d'autres éléments qui apparaissent qui changent complètement mon analyse, je ne pouvais pas l'imaginer avant. Donc, soit ça va rester sur le même budget, mais on ne fera pas la même chose. J'assure ma cohérence, même si je change la suite, parce que ce ne sera pas la même chose que prévu. Mais on va rester dans le même budget. Soit c'est une espèce d'appendice, une espèce de dérivé qu'on va être obligé de prendre, parce que tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas la suite du dossier, ça va se rajouter. Être capable de dire, voilà ce qu'on avait prévu, voilà ce qui arrive, voilà ce que ça va rajouter, voilà ce que ça va nous apporter, ou en tout cas ce qu'il ne faut pas que ça apporte à la partie adverse. Du coup, on va reprendre la ligne, mais après ça, je ne pouvais pas l'imaginer parce que tac, 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 ok, ça va donc rajouter une poche de temps. Et on revient sur la cohérence. Si votre client vous dit, ah non, mais là, du coup, j'ai dépassé mon budget, je ne veux plus jouer s'il y a ça en plus, vous aurez la faculté de lui dire, bah, ok, dans ce cas-là, on rentre dans un mode transactionnel, mais on est peut-être en position de faiblesse, comment on le rééquilibre? Ou alors, on se démet de l'instance, on l'organise différemment, ou alors on est conscient que on joue un temps de plus pour tenter notre va-tout et qu'après, peut-être qu'on se retire. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire, ah, bah oui, mais je ne le savais pas, mais c'est pas grave, mais ça change rien. Bah si, ça change tout. Même sur la poursuite potentielle du dossier. Et c'est normal que votre donneur d'ordre ait ce nouvel élément de ça change. Donc il faut un vrai budget pour pouvoir dire, bah, on n'est plus dans le projet prévu, on a une variation qui approche, c'est pas grave, tant que je suis capable de suivre la variation, suivre son impact sur les probabilités de succès et le coût engagé. Et on revient sur le choix éclairé de prendre ou non l'opportunité de poursuivre. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais, ok. Donc c'est le volontairement, hein. C'est pas, je dis pas que tout est blanc ou noir. Au contraire, il y a que du ce qu'on avait prévu et ce qui va se passer en vrai. Mais comment on le prévoit en amont pour être suffisamment clair avec notre client pour que lorsque ça bouge, on puisse lui dire alors attention, ça ne change rien sauf que ça se décale d'un mois, mais ça change rien. Ou alors attention, là ça bouge. On n'avait pas prévu ça, on n'avait pas vu ça, on ne pouvait pas le voir parce que machin, et ça bouge, voilà ce que ça va donner maintenant. Donc il faut bien avoir prévu pour pouvoir dire voilà le référentiel, voilà ce que ça bouge. Ok.
Comment ça se décline maintenant? Quel type de facturation? J'ai une grosse question pour vous. Et s'ils étaient tous bons, les modèles de facturation? Moi, personnellement, je les aime tous, mais pas pour les mêmes raisons. Ça devient donc comment choisir le modèle de facturation. S'ils sont tous bons, moi j'ai envie de dire que ça dépend pour quel dossier et pour qui. Ils ont tous des intérêts et des risques différents. Le taux horaire, c'est très bien, c'est hyper adaptable, ça permet de suivre réellement ce que vous faites. Le défaut que ça va avoir, ça devient difficile d'annoncer un budget et de s'y tenir. De la même manière, ça va devenir indispensable d'avoir une relation client fréquente et des points de facturation fréquents avec son client pour expliquer le temps passé, ce qu'on y a fait et ce qui reste à venir. Le défaut, c'est donc d'y passer du temps pour se justifier, avec le risque que votre client vous dise « Oui, mais j'avais passé un quart d'heure pour écrire un mail, comment ça se fait que ça ne prenne pas 3 minutes comme quand moi j'écris à ma femme ?» Ah bah oui, vous êtes mignon, pas tout à fait les mêmes sujets. Et on risque de se retrouver un peu dans une position de justification. Par contre, pour des dossiers un peu atypiques ou hors normes, ça permet de dire bah, « Ok, je facture au réel, quitte à dire, comme on ne sait pas où on va, mon taux horaire habituel, c'est 200, 250, bah, on va facturer au réel, on va suivre et on va travailler en équipe. Je me mets à 180 € au lieu de 200, à 220 au lieu de 250, parce que comme ni vous ni moi ne savons où nous allons, on marche ensemble et on fait des points réguliers. Donc c'est hyper flexible. Mais attention, il faut le cadrer. Dans la relation client, ça implique un suivi particulier. Mais c'est hyper intéressant. Le forfait, bah, c'est facile. Côté client, j'ai acheté 1500. Génial. J'ai acheté 1500, pourquoi? On peut acheter que dalle pour 1500 ou on peut acheter la terre entière pour 1500. Super. Donc ça veut dire que côté avocat, comment on a organisé ce que l'on a à faire de manière tellement fine qu'on est capable de dire, si je facture 1500, il y a 2 dossiers sur lesquels je vais perdre un peu de pognon, il y a 3 dossiers sur lesquels je vais gagner un peu de pognon, bilan des cours, je m'équilibre. Donc 1500, c'est bon. En plus, mes confrères se vendent en moyenne à 1800, 2000, donc je vais avoir plus de dossiers qu'eux. Donc sur la masse de dossiers, si j'en ai 2 perdus, 3 gagnés, bizarrement, je suis gagnant. Donc ça implique d'avoir réfléchi tout ce que l'on va faire et d'avoir standardisé, non pas la rédaction juridique, mais tout ce qui peut l'être dans le suivi, la communication client, le rythme des pièces, le rythme des rendez-vous, le temps passé en audience, tout ce qui peut être automatisé dans les rédactions, etc., d'avoir tout hyper standardisé pour se dire, ce standard-là fait que 2 fois sur 5, je suis perdant, mais 3 fois sur 5, je suis gagnant. Gros travail en amont. Par contre, quand on travaille avec des particuliers sur des contentieux où il y a beaucoup de concurrents, ça permet d'être extrêmement différenciant, si c'est bien fait. Le pourcentage de résultat, enfin, l'honoraire de résultat, pardon, ne peut être qu'une option par rapport aux 2 autres modèles. Hyper intéressant, pas sur tous les dossiers. C'est les dossiers à faible enjeu. C'est compliqué de leur dire, bah, je vous facture 500 balles, bon, par contre, après, je prendrai 3000. Parce que l'enjeu des dossiers, si le montant des sommes en jeu est assez faible, les honoraires de résultat risquent de leur donner l'impression que vous leur bouffez leur gain. C'est intéressant, pas sur tous les dossiers. Mais c'est toujours, si les clients veulent négocier le tarif, vous pouvez frontalement leur dire, bah, OK, je passe à 150 € de l'heure, par contre, je prends 2% du résultat. Ce qui, en fait, eux, va leur permettre d'économiser leur trésorerie ou tout ce qu'ils ont à sortir pendant le temps de la procédure, de vous mettre dans la même équipe qu'eux, où on va travailler ensemble, parce que bah, tu vois, il a fait un effort sur le prix, donc on est vraiment main dans la main pour faire le mieux sur le dossier. La preuve, sa rémunération sera liée à notre résultat. Mais du coup,
Il faut être extrêmement clair sur le bas. À l'arrivée, si on gagne 30 000, on est d'accord qu'il y en a 8 pour moi, en plus de ce que vous m'avez payé. Ça doit être carré. Et certaines fois, ils ne se rendent pas bien compte que le temps passé peut être plus intéressant que les honoraires de résultat. Après, selon les contraintes de trésorerie qu'ils ont, même si c'est moins avantageux pour eux à long terme, ça peut être extrêmement fair-play de dire, OK, on joue main dans la main, je me paierai à l'arrivée. Mais comme je prends le risque de ne me payer qu'à l'arrivée, c'est normal que je prenne un peu plus. Encore une fois, si c'est clair que ce que l'on a à faire et que les modèles sont expliqués en amont, ça peut très bien passer. Ça devient un jeu d'accords éclairés de facturation. Et l'abonnement, c'est un peu le petit nouveau. Pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de modèles d'abonnement très fair-play ou très équilibrés. Vous me payez tous les mois. Ouais, vous n'avez pas des questions tous les mois. Super. Donc, il faudrait avoir 1 ou 2 ans de recul. J'ai tendance à conseiller que l'abonnement ne puisse exister qu'avec des clients que l'on a de longue date. C'est-à-dire qu'on connaît leur volume d'affaires moyen par an sur 1, 2, 3 ans. Et on est capable de leur dire, au lieu de vous envoyer tous les 3 mois une facture de 15 000 ou de 30 000 balles, on lisse parce qu'on sait que d'une année sur l'autre, grossièrement, on est toujours à hauteur de gna gna gna. Donc, ça fait tant par mois. Et au besoin, un peu comme les impôts, et au besoin, sur les 2-3 derniers mois, si on a une suractivité, on régularisera. Mais il faut connaître son client et son volume d'affaires. Sinon, on risque de perdre beaucoup de temps ou de résultats pour l'entreprise cabinet d'avocats à passer beaucoup de temps sur des dossiers où on facture en fait 200 balles par mois parce que c'était bien, mais c'est comme ça avec moi qu'il a signé parce que c'était 200 balles, les autres disaient 1800. Ouais, mais encore une fois, selon le coût de production, c'est-à-dire le temps passé fois ce que ça vous coûte à chaque heure que vous bossez sur le dossier, c'est pas toujours rentable à l'année. Donc c'est encore une histoire de calcul très 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 comptable. C'est-à-dire attention, abonnement, ouais, mais comment je retombe sur mes pattes? Modèle de facturation, type de facturation. Donc pour assurer une véritable acceptation, mes préconisations, simplifiez votre contractualisation. Rendez-vous sur tout ce qui a été écrit sur le droit clair, qui au départ est québécois, etc. Mais c'est extrêmement intéressant, sur la façon d'écrire du droit pour que ce soit plus compréhensible par des non-juristes. Typiquement, on enlève les appositions pronominales en début de paragraphe, on va écrire verbe, sujet, complément, puis les exceptions en faisant 2 points, tiret, tiret, tiret. Ce qui change le au cas où, si, dans le cas où, d'abord, parce que, au cas où, etc. Alors, 2 plus 2 égale 4. Oui, t'es mignon. D'abord, 2 plus 2 égale 4. Et si jamais il y a des variables, je rajouterai derrière. C'est plus logique dans l'esprit commun, non habitué à ce saut d'obstacles que sont les rédactions juridiques. Donc, première question, et il y en a plein d'autres, mais déjà on pose celle-là. Est-ce qu'on est sur des conventions d'honoraires ou est-ce qu'on est sur un système de conditions générales qui implique toute la base que vous faites sur tous vos dossiers, plus l'aide de mission et conditions particulières sur la facturation particulière de ce dossier-là, qui ne fait que renvoyer à vos CG. Ça fonctionne très bien. Conseil contentieux, quelles que soient les matières. Deuxième sujet, investissez vous aussi en amont. Expliquez en amont votre process de suivi, votre relation client, vos canaux de communication, votre modèle de facturation à votre client. Voilà pourquoi je vous propose du temps horaire. Voilà pourquoi je vous propose du forfait. Voilà pourquoi je vous propose ceci ou ceci ou cela. Parce que moi, dans l'équation, je mets ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je considère que pour que le dossier avance bien et qu'on travaille bien en équipe, il faut ça, plus ça, plus ça. Vous, ça, moins ça. Du coup, ça fait tout ça à faire. Donc, je vous propose de le suivre comme ça. Et là-dedans, pas de problème à ce qu'on soit très à l'aise à dire, je facture 200 balles de l'heure, mais en vrai, à ne facturer qu'1 heure sur 2. C'est pas grave tant qu'on sait qu'on est cohérent à 1 heure sur 2. Et dans ce cas-là, qu'on suit que c'est bien 1 heure sur 2 qu'on facture et non pas 1 heure sur 3, où là on se met à perdre de l'argent. C'est pas grave. Mais il faut que ce soit planifié et suivi. Dernier point, on rythme la facturation en fonction de la relation client. Et on assure la cohérence, encore une fois, entre la convention et la facture finale.
D'accord? Le rythme de facture est lié à la relation client. Et on en reparle juste après sur le rythme de facturation. Et je pose la question, est-ce que vous accepteriez, est-ce que vous êtes prêt à laisser votre client choisir son rythme de facturation? Parce que grossièrement, si on regarde une bonne relation client, pour facturer, c'est se mettre à la place de son client. Quels sont les moments que vous accepteriez en tant que client pour recevoir une facture? Si vous avez fait appel à un architecte ou à d'autres professionnels libéraux de service, à quel moment vous trouviez normal de recevoir une facture et qu'est-ce qui vous a surpris? Est-ce qu'on choisit un événement lié pour associer la facture? Une production juridique, une représentation, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on définit la taille et la fréquence de facturation selon le type de client et ses propres contraintes de trésorerie? OK? Sans les fautes d'orthographe, ce serait vachement mieux. Est-ce qu'on peut faire valider à l'ouverture du dossier et de la contractualisation les modalités de facturation des CG ou un rappel dans les conditions particulières des modalités de facturation prévues par rapport aux différentes options mises dans les CG? Et on le fait survalider pour que tout le monde soit d'accord. Du coup, quel rythme pour facturer? Déjà, c'est selon le client, hein. Je rentre dans les gros standards, les gros schémas. Tout est contestable parce que les particuliers, souvent, ils demandent plus de facturation moins forte pour être liés à des événements du dossier. C'est le dossier de leur vie. À chaque fois que vous faites une production, ils peuvent accepter une petite facture. En plus, pour eux, ça fait des petits bouts de trésorerie au lieu d'avoir 5 000 balles à sortir au milieu, 10 000 à la fin. Ce qui les étrangle et où ils n'ont pas forcément cette trésorerie d'avance. Alors c'est faux, parce que quelqu'un qui a une fortune personnelle, ou si vous faites de la gestion de personnel sur une contestation de patrimoine à plusieurs millions, il va vous dire, bah, vous êtes millions, moi je veux 2 factures et je m'en fous de payer 2 fois 10 000. Bah, super, sauf que c'est pas la masse des particuliers. La base, on est plutôt sur ça. Les professionnels, peut-être moins de factures. Ils n'ont pas envie de vous avoir tous les mois, de vous rentrer en ligne de facturation dans leur système de suivi de facturation d'entreprise tous les mois. Par contre, ils attendent de la gestion de projet. Je suis, vous m'avez dit que ça allait se passer comme ci, comme ça, à tel rythme, telle date, tel machin, tel truc, je vous attends. Et là, du coup, est-ce qu'on a un budget annuel à suivre? Parce qu'ils ont plusieurs contentieux, plusieurs conseils ou les deux. Ou est-ce que c'est un sujet une fois de temps en temps, n'empêche qu'on sait que ça va s'étaler sur plusieurs mois. J'ai fait une provision de 20 000 sur l'année 1 et j'aurai la régularisation sur l'année 2. N'empêche que pour suivre mon budget, j'ai besoin qu'on fasse des points réguliers de projet, donc de suivi de facturation. Encore pire, les collectivités ou institutions publiques. C'est de la gestion de budget annuel. Le directeur juridique de la structure, même si elle est toute petite, c'est le DAF ou le directeur général des services d'une mairie, même d'une petite commune, qui va avoir ce rôle-là. N'empêche qu'il a une ligne budget juridique. Si vous ne l'aidez pas à préparer son budget pour l'année prochaine, il vous dira « Oui, mais maître, vous comprenez, votre nouvelle facture de 3 000, comment on fait ?» Au lieu d'avoir des reports d'une année sur l'autre et d'être obligé, vous, de jongler sur votre trésorerie, votre facturation, aidez-le à suivre son budget annuel, à prévoir son budget annuel l'année prochaine, tout simplement en se disant, bah, OK, depuis 2-3 ans, on a un volume moyen de facturation qui est égal à tant. Est-ce qu'il y en a des opérations atypiques qui arrivent qui nécessiteraient d'augmenter ou de réduire le budget? Ou est-ce qu'on est sur une année, somme toute, probablement assez standard, qui va être donc à budget équivalent l'année prochaine, quitte à ce qu'il y ait une petite régularisation en fin d'année. Et si vous êtes capable d'amener ça à vos clients, ils seront confortables pour vous payer parce qu'en fait, ils auront la trésorerie organisée pour sortir régulièrement du pognon à votre destination. Et vous êtes pareil quand vous achetez en tant que particulier parce que vous achetez une bagnole à crédit ou en tant qu'entreprise parce que vous achetez un site internet et que vous voulez l'amortir sur 3 ans parce que votre comptable vous a dit que c'était bien, vous n'êtes pas du tout dans la même logique. Et vous attendez que vos prestataires s'adaptent à votre casquette de particulier ou d'entreprise. C'est normal. Faites pareil avec vos clients. On s'adapte au rythme, OK, selon le dossier aussi. Quel est l'événement?
quel événement on se raccroche? J'ai mis volontairement deux grosses familles. Alors là, il y aura, j'imagine, des questions tout à l'heure. On lit la facturation à un moment du dossier, autant que possible. En conseil, bah oui, mais je vous ai émis un projet, la facture du temps de travail ou d'analyse qui va avec et de production du premier projet. OK. Il y a la validation des modalités ou du projet final, la signature, les formalités. OK. En contentieux, à l'inverse, ma première étude de dossier ou ma consultation d'opportunité, puis mes conclusions ou mémoires privées ou publiques, les audiences, les représentations, l'expertise, les autres conclusions, les autres rédactions, la finalité, le solde. Et s'il y a un recouvrement, une organisation du recouvrement, le solde peut venir à ce moment-là. Pourquoi pas? N'empêche que, peu importe à quel rythme on facture, une fois, deux fois, 10 fois dans le dossier, à quel moment j'émets ma facture, il faut qu'elle soit, à mon avis, liée à quelque chose de tangible. Leur dire, entre deux audiences qui ont 8 mois d'écart, en plein milieu au bout des 4 mois, bon, bah, il ne s'est rien passé depuis 4 mois, vous me devez 2000 balles et rendez-vous dans 4 mois, je n'y crois que très moyennement. Alors, je vérifie juste, j'ai une question, semble-t-il, dans le chat. Ah non, j'ai quelqu'un qui vient de nous rejoindre et qui me dit bonjour. Bonjour. Donc, on continue. À quel rythme on facture? On a dit à quel rythme. Ouais, et si le client choisissait les bonnes idées pour la relation client, donc selon le client, donc selon le dossier. Et après ça, petit truc qu'on aime bien oublier, parce qu'à la fac, on n'a pas vraiment appris à parler de pognon et à demander du pognon, et je le dis volontairement comme ça, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on n'aime pas dire. Hein. On n'est pas une profession commerciale, ouais, mais par accessoire, on est obligé d'en faire un peu. Encaissement et recouvrement. Et si on leur simplifiait la vie? Comment est-ce qu'on pourrait leur simplifier la vie? Pour moi, pour ne pas oublier et être réglé à l'heure, il y a déjà 3 principes. On intègre le suivi de la facturation à sa séquence de suivi de dossier. Quand on ouvre un dossier, on a plein de trucs à faire, on est capable pratiquement de les écrire dans le temps. C'est ce que chez Rubato, on appelle une séquence. Quand on ouvre un dossier, que ce soit de la production juridique, des calendriers, de la gestion de projet interne, c'est-à-dire qui fait quoi dans mon cabinet et dans quel ordre, de la gestion de projet externe, comment je dois écrire à la partie adverse, aux autres parties prenantes, vérifier qu'ils m'ont répondu dans les délais, etc., pour avoir toutes les infos à l'heure avant d'aller envoyer mon dossier de plaidoirie, valider mon projet définitif de rédaction, etc., OK? Puis, administratif et facturation. Est-ce que j'ai ma convention d'honoraires? Est-ce qu'elle est signée? Est-ce que ma facture de provision a été envoyée, reçue, encaissée? Quand est-ce que je dois relancer? Ça fait partie du process global de suivi de chaque dossier. Si on l'intègre dans chaque dossier, en disant c'est à ce moment-là qu'il doit y avoir une facture, bah c'est à ce moment-là que 8, 15 jours, un mois après, selon le rythme d'encaissement, vous devez avoir une alerte de bien encaissé ou pas. Si c'est pas encaissé, je relance, c'est pas grave. Et il faut que je le sache. Pareil, bah voilà, voilà. Je m'anticipe moi-même. Planifier la vérification de l'encaissement. C'est indispensable de dire, OK, j'ai envoyé une facture en me disant qu'elle sera payée sous X. Ça veut dire qu'à X plus un jour ou à X plus une semaine, je vérifie que ce soit bien payé, sinon je relance. Et on relance immédiatement pour démontrer sa rigueur. On en revient à qu'est-ce que comprennent vos clients. Le suivi de dossier et la relation client. Si vous leur dites, vous inquiétez pas, je suis hyper carré en droit, mais que tout le reste, administratif, financier, juridique, suivi, c'est le bazar, votre crédibilité juridique d'avocat est remise en cause par votre manque de rigueur dans votre suivi de dossier. Donc, renvoyer une relance, c'est prouver votre rigueur. Si vous êtes rigoureux à me demander mes sous, vous êtes donc aussi rigoureux à faire du droit. Donc, on s'adapte à eux autant que possible. Ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Ça ne coûte pas plus cher de s'adapter à eux. Au contraire, si on s'adapte à eux, on leur demandera au meilleur moment, donc ils seront plus, je ne vais pas dire contents de payer,
mais elles trouveront plus normal de payer à ce moment-là. Donc, vous aurez un meilleur taux d'encaissement ou vous passerez moins de temps à obtenir votre encaissement, ce qui est donc plus rentable. Est-ce qu'on paye à date avec un délai contractuel de règlement, plus 7 jours, plus 15 jours, 30 jours, mois échu, etc. Peu importe, vous connaissez ça aussi bien que moi. Est-ce qu'on émet une facture en disant que s'il y a une difficulté, on peut mettre en place un échelonnement de paiement. Mais ça reste une facture, plusieurs paiements. Encore faut-il l'avoir prévu et être capable de le suivre. Et après ça, on revient sur l'abonnement, on anticipe l'échelonnement en fait. Au lieu d'échelonner une facture X, on se dit que la facture va être de temps et on anticipe la proratisation et le provisionnage des sommes qui vont être liées à la facture. Ça sera peut-être un solde de régularisation. OK. Encore une fois, attention à la cohérence avec la ligne contractuelle. Mais tous les modèles sont bons. Par contre, comment leur faciliter la vie? Pardon, j'entends une voix, donc une question. J'ai entendu un Oui, souffle. bonjour. Oui, Enfin, bonjour, bonjour. Julie. Oui, j'ai une question parce Oui. que ça fait un petit moment que je me la pose. Lorsque on J'ai une petite question parce que ça fait longtemps que je me la pose. Je sens la petite voilà. question qui est grosse. Allez-y. Non, parce que en fait, moi, j'avais tendance à inscrire sur mes factures payables à réception. Sauf Oui. que, j'ai eu certains, interlocuteurs entreprises qui ont Ah, l'habitude de payer à plus 30 et cetera ouais, et donc, c'est assez flou pour moi, ouais. quels sont finalement, est-ce qu'on est lié par un délai? Ou est-ce que finalement on fait un peu ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut exiger à avoir le paiement de la facture à réception? Ou est-ce que, c'est flou? Alors, il n'y a rien de flou. Est-ce OK, que vous avez des obligations déontologiques? Aucune. Donc, vous êtes dans le cadre d'une prestation de service quelconque. d'accord. Donc, le modèle de facturation est celui qui est lié à votre contrat. Donc, en fait, c'est presque un accessoire de votre relation commerciale. Donc, j'en reviens à, et si on leur simplifiait la vie, votre marché, vos clients, dans leurs habitudes, ça se passe comment? Si vous pouvez être cohérent avec leurs habitudes, ils auront moins l'impression d'être obligés de se faire mal pour vous sortir du pognon. Parce que ça va gentiment rentrer dans leur mécanique interne. OK, donc, donc ce que Cela vous dit, suggérez, c'est de discuter avec attends, ouais? ce que je dis, c'est discuter avec eux un par un ou sur vos différents interlocuteurs du même marché pour vous dire la norme c'est ça. Si la norme c'est ça et qu'elle me convient et que je peux m'y conformer, youpi. Si la norme c'est ça et que Michel me demande ça, bah, il est mignon, on va lui rappeler la norme du marché. Bon, Mmh. cependant, ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement dépendant de j'envoie ma facture au dernier moment et je dois attendre 30 jours que Michel me règle. Si vous savez que le délai c'est 30 jours fin de mois, choisissez l'élément auquel vous allez lier votre facture pour que les 30 jours de leur comptabilité fassent que ça tombe de manière cohérente avec vos besoins de trésorerie par rapport à l'avancement du dossier. Choisissez Mmh. le moment où vous envoyez la facture, même si vous savez que ça tombe 30 jours après. Vous l'envoyez un peu plus tôt. Oui, mais bon, là, du coup, ça devient, c'est-à-dire que si on choisit de facturer en fonction des étapes du dossier, Ouais. il y aura peut-être un décalage, justement. Parce que ça voudrait dire enfin, imaginons que, ça veut dire que bon, on a une deadline contentieuse. Ouais. Si on a envie d'être réglé dans les 10 jours de cette deadline, ça voudrait Ouais. dire qu'il faut qu'on envoie une facture, oui, en amont, en fait, de Bah la ouais. date de la deadline. Ben oui, ça veut dire que vous n'allez pas l'envoyer sur la deadline, sur le dernier jour RPVA ou sur le jour d'audience, mais sur la validation du projet définitif des conclusions, qui Mmh. va en fait être 15 jours avant, parce que vous avez besoin de 8 ou 15 jours avant pour être sûr que tout soit carré, qu'il n'y ait pas de dernières observations du client, pour être sereine à préparer votre dossier de plaidoirie 8 jours après et d'aller plaider. Ben, vous avez Mmh. déjà gagné 10 jours. 10 jours plus vos 10 jours d'attente, vous êtes déjà avant vos 30 jours fin de mois, ils sont pas loin. Ouais, ouais. Vous allez juste le lier à autre chose un peu plus tôt, en le mettant dans votre chaîne contractuelle et en expliquant à votre client, OK, ça se passe comme ça. Et s'il y a Mmh. un délai de procédure, je vous ferai peut-être une micro-facture parce que
Mon cher entrepreneur, vous savez les problèmes de trésorerie, bah, il se trouve que je suis aussi entrepreneur, donc ma trésorerie aussi. Je vous fais une facture intermédiaire de 500 balles et la facture viendra quand on aura validé les conclusions en fonction de l'observation de la partie adverse, qui sera donc, elle, décalée d'un mois. Peu importe, Ouais, ouais. on s'entend. Vous allez rajouter un élément de facture, petit, vous allez le rajouter parce qu'il y a eu un décalage. Et justifier à un entrepreneur de votre trésorerie, mais la mienne aussi en tant qu'entrepreneur, ah, vous inquiétez pas, il vous comprend. Tout à fait. Et au contraire, vous n'êtes plus sur le modèle expert juridique, je te décharge tout ce que tu as à faire pour me sauver les miches. On est sur le entrepreneur, c'est une prestation équilibrée. Tu es un grand garçon, moi aussi. J'ai besoin d'assurer ma trésorerie. Oui, il y a un déport, mais j'ai quand même bossé. J'ai besoin de ça pour au moins combler et suivre le dossier. Le reste, je le régularise une fois qu'on a la validation de ce qu'on avait prévu. Et donc, dans votre suivi de dossier, vous allez rajouter cette étape-là. Il y a un décalage, mais j'ai mis une facture intermédiaire. La prochaine arrivera là. Et nous, c'est pour ça qu'on a inventé Rubato, en se disant, OK, si ce ne sont que des étapes à suivre, si l'une se décale, est-ce que je peux en rajouter une au milieu? Est-ce que je décale tout? Est-ce que je décale que cette date-là? Comment on suit l'avancement d'un dossier par type de dossier? Un dossier contentieux au TJ ne se suit pas comme un dossier contentieux en expertise, qui ne se suit pas comme un dossier au prud'homme, qui ne se suit pas comme un dossier au TA. Mais ça ne se suit pas pareil qu'une consultation juridique, qui ne se suit pas pareil qu'une fusion-acquisition ou qu'une création de société. Sauf que 27 constitutions de société, 80% fera la même chose sur les 27 dossiers. Donc, comment on crée des modèles de suivi qu'on va répliquer dossier par dossier sur tous les dossiers jumeaux? Et comment on est capable d'adapter? Celui-là se décale, super, mais ça ne change pas mon modèle de trame de base. Mon prochain dossier qui s'ouvre comme si, je vais le suivre comme ça. Okay, donc, quels sont les modèles de suivi? Et ça, vous devez les avoir. Sur Rubato, on a tout automatisé. Super. Un fichier Excel bien foutu, ça marche aussi. Un dossier comme ça, je le suis comme ça. Après ça, je fais ça. 8 jours après. Après ça, je fais ça. 3 jours après. Après ça, après ça, après ça, après ça. Et comment je le suis? Ce qui vous permet d'être, je sais ce que je promets. Si je sais ce que j'ai à faire et avec quel délai entre chaque étape, je sais combien ça me coûte, sur combien de temps ça dure, donc je suis capable de faire une promesse réelle à mon client et de suivre ma gestion de projet. Donc d'assurer ma cohérence, promesse de départ, suivi de dossier, finalisation, facture finale et solde. Un dossier, 50 dossiers, 300 dossiers, c'est pareil. Et peu importe que ce soit 300 dossiers de divorce ou 300 dossiers où on a 10 familles différentes de dossiers. Peu importe. Quels sont les modèles par type de dossier? Et dans ces modèles, quelle est la production juridique? Quel est mon travail d'organisation interne? Quel est mon travail de suivi de toutes les parties prenantes? Quel est mon travail de gestion des calendriers? Quel est mon travail d'administratif et de facturation? Donc de suivi du recouvrement. Et dans chaque dossier, dans chaque modèle, on doit l'avoir. Oui? Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la raison pour laquelle on a créé ça. Donc je vois bien les difficultés que j'avais, que j'ai eues, que des copains ont encore, et pourquoi on a créé ça. Donc ça, c'est normal. Et c'est exactement tout ce qu'on n'a pas appris, parce qu'on ne nous a pas appris à être chef d'entrepreneur un peu indépendant. On nous a appris à être technicien de la matière juridique, ce qui est oui indispensable, mais sauf qu'après, pour en faire une machine où on passe pas comme les stats de la profession d'avocat, 4 heures de travail pour une seule heure facturée, faut s'organiser. Comment on monte à 1 sur 2? Comment on monte à 2 sur 3? Ok. Comment on fait? Et j'en reviens à mon encaissement, parce que ça va avec. Si on veut être sûr d'être bien payé, donc qu'il y a un bon encaissement, il y a à quel rythme je lui donne, mais il y a quels moyens je lui offre. Un virement bancaire, c'est super. Ok, on le met dans ce cas-là dans le contrat ou dans chaque facture. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'envoyer une facture avec un numéro de compte bancaire, ça revient presque à faire l'aumône de demander au client d'avoir la gentillesse de bien vouloir nous payer alors qu'on a déjà bossé pour lui? Un peu quand même, hein? Moi, je trouve pas. Quand vous verrez votre architecte ou votre maçon ou votre garagiste et qui vous dira est-ce que vous voulez bien avoir la gentillesse de me faire un virement? Et vous allez dire oh t'es mignon mais t'as mis 3 semaines de plus que prévu, t'as pas fait ce que je voulais et tu te rends compte de la tête de ta facture,
est-ce que vous allez automatiquement, comme le disait Hélène tout à l'heure, non, c'était vous, Julie, euh, assurer immédiatement parce que j'ai reçu la facture ce soir, ben, je vais sortir ma carte et faire mon virement tout de suite maintenant? Je ne sais pas. Pour des institutions, si on a des délais de règlement, des entreprises, on a des délais de règlement, on sait qu'il y a des process internes de facturation, ça passe par leur DAF, ça passe par leur expert comptable, ça passe par le service facturation, encaissement, achat, machin. Ok, donne le RIB, on est enregistré comme fournisseur, ça passe, et ça tourne 30 jours après. Très bien. Sur des plus petites entités, sur des particuliers, sur des entreprises en constitution, en création, ou sur des entreprises qui n'ont pas, et volontairement, de système d'achat ou de comptabilité interne, est-ce qu'on peut leur offrir d'autres options? Le système CEPA, prélèvement automatique, c'est-à-dire avoir le droit de les prélever, juste que les banques aient le droit de se prélever l'une l'autre, ok? Ça dépend du montant de la facture. Hein. On met la taille du jeton qu'on veut, c'est juste créer le canal pour dire telle banque a le droit d'aller, tel compte a le droit d'aller prélever sur tel compte. C'est ça le CEPA. C'est un document minuscule où il y a le nom, l'adresse, 3 adresses à mettre et une signature. Après, vos banques ont des systèmes d'automatisation des CEPA. Ben, ça marche vachement bien. Est-ce que je peux intervenir? Parce que alors, ça, pour le coup, moi qui n'ai que des particuliers, si je leur demande l'autorisation, un espèce de blanc-seing de pouvoir prélever sur leur compte, ça va hurler. Alors que le virement, ils sont extrêmement contents. Hein. Moi, ils sont ravis que je mette mes références bancaires sur toutes mes factures. Alors après, ils ne me règlent pas au cul du camion, comme on dit familièrement, mais ils sont extrêmement contents de pouvoir utiliser ce moyen-là. Aujourd'hui, ils font tout ça avec leur smartphone et c'est génial. Hein. Ok. Ils vous règlent sous quel délai moyen? Ah bah, ça dépend, mais parfois mais en général assez rapidement. Vous avez un taux d'encaissement qui est de combien par rapport à votre taux de facturation? Ouais, alors j'ai pas calculé en pourcentage, mais il est plutôt bon. Bah, à la louche. Mais Ouais, même si c'est pas en pourcentage, vous avez quoi, 800 d'encaissés sur 10 000? 800 d'encaissés sur 1000? Ah non, alors c'est plutôt effectivement de 80-85%. Donc vous avez 15% qui s'envolent dans la pampa, alors que déjà vous facturez pas toutes vos heures de travail, ce qui est normal. Donc on accepte une déperdition de 15% supplémentaire. Ah, alors Pourquoi pas? j'ai pas dit qu'il ne serait jamais payé. C'est voilà. On en a J'ai assez peu quelques-uns qui rechignent. En payé, j'en ai peu. Voilà, et on en a quelques-uns qui rechignent et il faut courir après. Et j'ai pas dit que c'était un problème. Il faut, si vos clients ou votre façon de faire ou la relation client que vous avez avec fait qu'avec un virement bancaire ils sont contents, youpi. Mais un virement bancaire, il peut être ritualisé, il peut être simplifié aussi. Je parlais de la carte bancaire et des banques. Oui, mais il y a des plateformes qui existent. GoCardless, Stripe, vous avez tout à fait le droit de l'utiliser et il n'y a rien de non déontologique puisque là, on ne parle que de l'encaissement et non pas de la prestation. Ces prestations-là, il y en a qui travaillent en CEPA automatisé. Je ne pense pas que ça vous corresponde, Martina, parce que effectivement, que des particuliers, leur dire je vous demande un CEPA à signer en plus, j'y crois pas. Par contre, des populations entreprises, ça peut. Le paiement sur carte bancaire, en vous disant je vous échelonne le paiement sur 3 mois parce que vous me dites que vous avez une difficulté bancaire, dans ce cas-là, c'est via la plateforme machin, vous rentrez votre carte et ça fait que le 10 du mois, sur les 3 prochains mois, vous serez prélevé de X, X et X, ça marche. Vous leur simplifiez la vie, vous échelonnez le paiement d'une facture existante et vous n'avez pas à y passer du temps, à les rappeler, à leur renvoyer les factures et à les relancer. C'est la machine qui va d'elle-même aller prélever sur leur compte parce qu'ils ont validé une fois leur numéro de carte. Et là, c'est encore une fois leur simplifier la vie. Je peux entendre que tu as une difficulté de trésorerie. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Du coup, comment je le cale? Et est-ce que je demande à le faire manuellement? Est-ce que je le fais avec ma banque ou est-ce que je le fais via une plateforme? Et c'est tout envisageable. Au revoir Maggie, du coup. Alors, pardon, parce que je vais faire comme Maggie, je n'avais pas vu l'heure passer, mais je suis obligée de partir. Martina. Et merci beaucoup, hein, Jean-Philippe. Je vous en prie. C'était très intéressant. Merci. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. À bientôt. Dernier point, du coup, notre réponse, on en a déjà parlé. Ce qu'on disait, autre chose autrement, on a inventé, nous, ce qu'on appelle la séquence, c'est-à-dire le fil d'étapes
qui modélise la vie des dossiers. Tous les dossiers passent par les mêmes étapes, on l'a déjà vu, à peu près au même rythme, au départ en tout cas. Il faut être capable de s'adapter de manière dynamique. Donc, il est possible de les suivre de la même manière. Si on fait ça, ça veut dire qu'on peut standardiser 80% et en personnaliser 20%. Du coup, on économise du temps à chercher, reprendre, partager les infos suivies. On collabore mieux si on a plusieurs en interne par rapport à se donne de l'autonomie et se contrôle, ou on travaille mieux à plusieurs avec les autres parties prenantes. Ça nous permet de définir une nouvelle relation client et d'augmenter le nombre de recommandations. En interne, ça permet même de fidéliser et de former nos équipes. Nous, on parle de ce qu'on appelle une séquence, c'est-à-dire ce fil d'étapes qui ont des dates chacune et qui nous permettent de suivre l'avancement du dossier. Donc, de piloter la date de fin de réalisation, les rendez-vous que l'on a, de partager des notes et de créer une discussion interne sur l'avancement du dossier. Du coup, ça génère une to-do list automatisée. Si tous mes dossiers sont organisés dans le temps de la même manière, la machine va nous remonter aujourd'hui le 12 tout ce que j'ai à faire, par personne, et ce que j'ai en retard. Ça va évidemment se mettre dans un agenda intelligent et synchronisé avec votre Outlook, votre Gmail ou les autres systèmes. Ça va de la même manière vous permettre de créer des modèles personnalisés de cabinet parce que, on l'a dit tout à l'heure, votre recette de facturation et de rentabilité n'est pas la même que celle de votre voisin. Et ça vous permet du coup d'avoir tous vos dossiers les uns à côté des autres et de les suivre. Donc on gagne du temps sur chaque dossier qui assure la rentabilité de l'ensemble du cabinet. Les résultats qu'on constate chez nos clients, 3 heures par semaine et par avocat économisés, je ne parle pas de temps gagné, ça n'existe pas. On ne gagne pas du temps, on ne le crée pas, on n'est pas des magiciens. Par contre, on arrête de perdre du temps à droite à gauche, donc on économise. Stress, charge mentale, diminution majeure, parce qu'à force d'avoir tout prévu, on ne se demande pas si on a oublié quelque chose quelque part et quelle est la prochaine étape à faire et si on est en retard. Donc, vous n'hésitez pas, on prend rendez-vous avec grand plaisir